Voilà, donc maintenant je vais laisser la parole à Patrick Peter, donc, qui est quelqu'un qui travaille ici depuis déjà plus de 2 ans, je pense, peut-être 3 maintenant. Hein, voilà, toujours ajouter quelque chose. On estime toujours trop court. Et tu vas nous parler aujourd'hui de l'univers, je crois, mais oui, l'univers a-t-il toujours été en expansion? Donc je te laisse faire. Merci. Okay, merci. D'abord, bonsoir. Je vais vous parler, en effet, on m'a demandé de se poser la question de savoir si l'univers avait toujours été en expansion. C'est une question qui se pose en particulier puisque depuis plusieurs années, il y a un certain nombre de théories, ou pour certaines, difficilement les appeler des théories, mais enfin, il y a un certain nombre de modèles théoriques qui prétendent que l'univers aurait pu ne pas être toujours en expansion. Alors, pour en discuter et éviter d'être technique dans la discussion, j'ai voulu me concentrer sur plusieurs choses. D'abord, je vais essayer de rappeler un petit peu ce qu'on appelle l'expansion, pourquoi et comment on pense qu'il y a de l'expansion dans l'univers. C'est quand même le point important avant de se demander si l'univers a toujours été en expansion, c'est déjà d'être sûr qu'il l'est effectivement. De comprendre pourquoi est-ce que la question peut se poser maintenant, et ça veut dire, quand on se pose la question, ça veut dire à quelle époque de l'histoire de l'univers on pense que celui-ci aurait pu ne pas être en expansion. Mais d'abord, je voudrais revenir sur la notion d'expansion et revenir sur ce qu'on observe en fait dans l'univers, vraiment des choses très, très basiques, des choses élémentaires. Ce qu'on observe, c'est évidemment des objets à petite échelle, tels que des galaxies comme celle-ci, ou des ensembles de galaxies sur des échelles un petit peu plus grandes. Quand on s'éloigne encore et qu'on regarde encore sur des distances plus grandes, on voit de plus en plus d'objets qui ont l'air d'être répartis un petit peu n'importe comment. Et quand on regarde sur des distances vraiment grandes, là on voit que non seulement les objets sont répartis un peu, c'est dans l'autre sens, on voit que les objets sont répartis un peu n'importe comment, mais pas tout à fait n'importe comment. On voit l'existence d'une structure dont je reparlerai tout à l'heure. Et évidemment, sur les très très grandes échelles cosmologiques, comme cette carte récente semble le montrer, certes, encore une fois, on retrouve cette échelle, cette répartition un petit peu privilégiée dans certaines directions, comme je le disais tout à l'heure, mais essentiellement, ce qu'on observe est un univers essentiellement homogène. Par ailleurs, si on regarde une carte du ciel à 2 et quelques Kelvin, 3 degrés Kelvin du fond de rayonnement cosmique, donc j'en reparlerai aussi de ce fond de rayonnement cosmique, on obtient une carte du ciel qui est extrêmement difficile à faire, qui est celle-ci, donc avec une précision déjà assez bonne, qui nous permet de déduire que, a priori, l'univers a l'air d'être isotrope. Donc j'ai dit homogène et isotrope, et puis si on croit, si on croit aux données sur l'homogénéité et l'isotropie de l'univers, et qu'on croit aussi en la relativité générale d'Einstein, ça va être un postulat de base sur lequel je vais éventuellement revenir à la fin, la relativité générale. On est obligé d'en déduire que l'univers est en expansion, ou sinon en expansion, du moins en mouvement. Il ne peut pas être simplement rester statique tel quel. Alors il y a des théories d'univers stationnaire qui sont sujettes à d'énormes difficultés, tant théoriques d'ailleurs qu'observationnelles. Et bon, je préfère ne pas en parler parce que c'est pas vraiment le sujet de l'expansion, surtout qu'ici on est supposé parler d'expansion, donc je ne vais pas parler des théories qui n'en contiennent pas. Alors pour résumer l'expansion elle-même, ce qu'est l'expansion, donc vous prenez un ensemble de galaxies, mettons ici, ou d'objets quelconques, ou d'individus dans un univers en expansion, supposément en expansion, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à un instant donné initial, on a cette configuration-là, et à un instant ultérieur, tous les points, toutes les galaxies, tous les objets se sont éloignés les uns des autres. Et donc la distance séparant 2 objets ici, qui étaient fixés à être cette distance-là, est devenue maintenant celle-ci. Donc toutes les distances ont augmenté. Alors en particulier, ce que ça implique, c'est, imaginons que nous soyons ici, le point qui était en haut. Alors ce point, évidemment, ne bouge pas sous l'effet de l'expansion, puisque c'est nous qui le mesurons. Mais les autres points sont passés de cette configuration-là à celle-ci, donc ils se sont éloignés ici, et on voit que dans le même intervalle de temps, ce point-là s'est déplacé d'ici à là, alors que le point qui était en dessous, qui était un petit peu plus loin, s'est déplacé aussi un petit peu plus loin. Autrement dit, la vitesse à laquelle on va le voir partir, puisque toutes les choses étant en expansion, on va voir les objets partir avec une certaine vitesse, et cette vitesse, si l'univers lui-même est en expansion, cette vitesse sera d'autant plus grande qu'on sera loin
de l'objet qu'on regarde. Et alors je précise ici, ceci est indépendant de l'endroit où on se place. Effectivement, si on est ici, on voit cette récession des galaxies avec une vitesse de plus en plus importante quand on s'éloigne, mais si on était ici comme point de départ, on verrait rigoureusement la même chose. Ça, c'est encore du fait des postulats en fait, d'homogénéité et d'isotropie. Alors, bon, ça, c'est les mesures ensuite fameuses de Hubble en 1929, qui mesurent donc, suivant cette hypothèse, qui mesurent la vitesse des galaxies qu'on peut voir en fonction de leur distance, qu'on a mesurée indépendamment. Alors on peut voir ici déjà, ce diagramme possède un problème parce qu'il n'a pas de barre d'erreur. On voit clairement que la relation entre vitesse et distance, une relation de proportionnalité qui est donnée par une constante ici qu'on a appelée évidemment en hommage à Hubble la constante de Hubble, qui n'est d'ailleurs pas une constante, mais j'y reviendrai. On voit que cette détermination est très grossière. En fait, elle est même carrément fausse d'un ordre de grandeur, je crois, à l'époque. Mais ce n'est pas très grave, puisque de toute façon, les choses ont été refaites un petit peu plus récemment. Ici, sur un exemple de 1996, avec le même genre de données, où on voit que la relation entre la vitesse et la distance est un petit peu mieux vérifiée. Et les choses ont l'air d'être à peu près clairement établies de ce point de vue-là. Alors, une autre conséquence de l'expansion, qui est très importante, c'est le rougissement gravitationnel, ce qu'on appelle le redshift à peu près partout, mais on va essayer de rester à parler français, donc on va dire le rougissement gravitationnel, qui consiste à dire essentiellement la même chose, hein, puisque les vitesses d'éloignement entre deux points sont d'autant plus grandes qu'on est loin, enfin il y a des vitesses importantes qui sont mises en jeu, donc quand on s'éloigne d'un objet, de la même manière que quand une voiture passe à côté d'une autre voiture, le bruit de son klaxon change, enfin vous savez toutes ces choses-là, de la même manière, la fréquence de la lumière qui est émise au départ par un objet, si cet objet s'éloigne de moi, mettons qui suis ici, je le verrai avec une longueur d'onde qui sera de plus en plus grande au fur et à mesure qu'il s'éloigne, puisqu'il s'éloigne de plus en plus vite. Donc la longueur d'onde apparaît de plus en plus grande, et bon, par rapport au spectre de la lumière, on dit que la lumière rougit tout simplement parce que si elle émet au départ dans le bleu, elle arrivera rouge. Alors en réalité, il faut faire attention à ça parce qu'il peut y avoir aussi des lumières qui sont émises dans d'autres domaines du spectre qui rougissent, entre guillemets, au sens où leur longueur d'onde augmente. Mais elles peuvent en réalité ne pas rougir du tout. Elles n'apparaissent pas forcément dans le domaine du visible. Et évidemment, encore comme je disais tout à l'heure, le point de vue de cet observateur-là est tout aussi bon que le point de vue de cet observateur-là. Et si nous sommes chacun sur une galaxie qui émet de la même manière, la vision qu'on aura des choses ici sera le même rougissement que de l'autre côté, bien évidemment. Alors, pour schématiser ça un petit peu plus, on peut supposer, pour simplifier, une des grandes difficultés, tiens, je ne savais pas que ça partait tout seul, ça, une des grandes difficultés de la représentation en cosmologie, enfin en relativité générale d'une manière générale, et en cosmologie en particulier, c'est le fait que l'univers a 3 dimensions d'espace, et qu'en général, les feuilles de papier n'en ont que 2, donc on s'arrange pour faire des représentations. Et comme en plus, la relativité générale stipule que la géométrie, c'est-à-dire la courbure des choses, gère toute la gravitation, il faut qu'on prenne en compte cette courbure, donc dessiner à 2 dimensions ou à 3 dimensions un objet qui a lui-même 3 dimensions, c'est un peu difficile. C'est pour ça qu'on montre souvent des représentations de ce type-là. Donc on suppose l'univers, mettons, sphérique ici, en expansion. Alors il faut bien voir que l'univers n'est pas en expansion dans quelque chose, c'est lui-même qui est en expansion, donc ceci est l'univers dans son entier. Un instant ultérieur, c'est cela. Donc on part en étant ici, on voit un photon, mettons, qui a cette longueur d'onde-là, et un instant ultérieur, on est passé là, sur l'univers qui a grandi maintenant, et donc comme on le voyait tout à l'heure, les vitesses de récession sont plus importantes, d'autant plus qu'on est loin, mais en plus, les longueurs d'onde, comme on le voit ici, tout simplement parce que l'univers est devenu plus grand, en quelque sorte, les longueurs d'onde ont grandi aussi. Et ça a permis de faire des mesures encore plus précises de cette expansion, en mesurant cette fois-ci essentiellement la même chose qu'avant, c'est-à-dire ici le décalage vers le rouge qui correspond à la vitesse qui était mesurée dans les expériences précédentes, et la magnitude effective qui correspond à l'intensité lumineuse qui est reçue par l'observateur. Et donc cette intensité lumineuse, pourvu qu'on connaisse quelle est l'intensité lumineuse qui a été émise au départ, nous donne une assez bonne indication sur la distance à laquelle cet objet se trouve. Donc on reproduit essentiellement les mêmes données que tout à l'heure, mais ça nous permet de mesurer les choses
avec une précision bien meilleure. Et d'ailleurs, je pense que j'ai prévu de revenir sur ce diagramme parce que ce petit bout là-haut permet d'apporter des choses intéressantes aussi, mais j'en reparlerai. Alors, puisque j'ai dit que l'univers avait une certaine courbure, une certaine géométrie, et j'ai représenté tout à l'heure par un univers sphérique, comme celui ici, en fait, la courbure, elle peut être de différents types. Elle peut être soit une courbure qu'on appelle positive pour des raisons purement mathématiques, hein, c'est un objet, c'est quelque chose qu'on mesure et qui se trouve être positif, négatif ou nul. Donc une courbure positive ou négative ou nulle sont représentées ici. Alors, oui, il y a une autre, la même chose en couleur, c'est aussi joli, avec d'autres noms. Bon, en général, on appelle ça un espace euclidien, sphérique ou hyperbolique. Alors on voit dans ces espaces quelles sont les différences d'un espace à l'autre. Donc, on les voit clairement, les différences, mais on les voit d'autant plus facilement quand on dessine un triangle. Pourquoi ça s'appelle ici euclidien? C'est que la somme des trois angles fait 180 degrés. Ici, elle fait un petit peu plus, et ici, elle fait un petit peu moins. Donc ici, c'est une courbure positive, ici, c'est une courbure négative. On peut voir ça comme ça aussi. Alors, un point extrêmement important, c'est que j'ai dit que quand on prend un univers homogène et isotrope et qu'on croit dans la relativité générale d'Einstein, et pour l'instant, il n'y a aucune raison de ne pas y croire, alors on voit que l'univers est forcément en évolution, et en fait en expansion. J'ai dit en expansion, j'aurais dû dire plus précisément en évolution, mais ce qui compte là-dedans, c'est aussi quel est le contenu en matière qu'on a mis dans l'univers, que l'univers contient comme matière, et une fois qu'on a ça, on peut aller plus loin, on peut résoudre les équations d'Einstein, au lieu de dire simplement qu'elles nous disent que l'univers est en évolution, on peut aussi les résoudre. Et voilà, pour les différents cas de figure, donc j'ai dit hyperbolique, plat ou sphérique. Encore une fois, plat, ça ne veut pas dire... Ça aussi, il y a des représentations qui induisent un petit peu en erreur. Ici, on voit quelque chose qui est effectivement plat, comme si c'était un plan, comme ceci. En fait, c'est plat au sens tridimensionnel. Il faut considérer que cet objet-là est en fait un volume. Hein, et donc c'est plat, c'est pas plan, c'est plat. L'univers est plat. Mais dans les trois cas de figure, on peut reconstruire en fonction du temps, en partant maintenant, nous sommes ici, là, sur cette courbe, la distance entre les objets. J'ai dit que la distance augmentait en fonction du temps parce que l'univers est en expansion. Donc nous sommes essentiellement ici. Et on voit qu'il y a des solutions des équations d'Einstein qui nous donnent ce qu'on appelle ici toutes les distances, c'est-à-dire ce qu'on appelle le facteur d'échelle. Parce que je risque de le redire ultérieurement, j'essaie de faire attention à parler de distance, mais on dit aussi le facteur d'échelle, simplement qui donne l'échelle de distance caractéristique entre deux objets à un instant donné, étant donné ce qu'elle était avant. Donc, voilà l'évolution du dit facteur d'échelle pour un univers hyperbolique, ici pour un univers plat, et ici pour un univers sphérique. Donc, sphérique, on dit aussi fermé, et ici on dit aussi ouvert, et puis plat, on dit plat. Et on voit clairement, quand on regroupe toutes ces courbes, on est à une valeur donnée, mettons, de ce facteur d'échelle. Et puis, on revient, donc le temps va dans cette direction-là. Et quand on revient un petit peu dans le temps, on voit que toutes ces solutions ont en commun, ont un point commun majeur, qui est très important, qui est l'existence de ce qu'on appelle une singularité. Alors, en fait, cette singularité, ça consiste simplement à dire que si vous remontez suffisamment loin dans le passé, tous les objets étaient à distance nulle les uns des autres. C'est-à-dire tous les objets étaient exactement au même endroit. Et ça veut donc dire que l'énergie de cet endroit, enfin, c'est pas cet endroit, parce qu'en plus, l'endroit en question est tridimensionnel, donc il est étendu dans tout l'espace. C'est donc un espace complètement rempli de tous les objets qui sont tous en même temps au même point, avec une densité d'énergie infinie, enfin, bref, c'est n'importe quoi. C'est quelque chose que la théorie, en fait, purement et simplement, ne sait pas résoudre, ne sait pas décrire, ne sait pas expliciter. Et c'est la raison pour laquelle on appelle ça une singularité, qui est une manière de dire élégante et mathématique qu'on ne sait pas ce qui se passe. Alors, du coup, ça nous permet de résumer un petit peu toute l'histoire de l'univers. Encore une fois, voilà un schéma que vous avez déjà dû voir 100 fois. Mais toute l'histoire de l'univers, donc, ici, en quelque sorte, c'est une représentation un petit peu rétrécie de l'évolution du facteur d'échelle, donc entre deux points. Donc on commence à ce qu'on appelle usuellement le Big Bang, que je préfère appeler la singularité primordiale. Le terme de Big Bang est en général mal compris non plus, ce n'est pas forcément une très bonne idée d'utiliser ce terme-là. Donc la singularité primordiale qui est ici, vient l'époque de Planck sur laquelle je reparlerai. Puis, alors si on part dans l'autre sens de maintenant, on peut voir que, grosso modo, on peut calculer, comme on voit la vitesse actuelle d'expansion de l'univers, ça nous permet de calculer il y a combien de temps, vous voyez, si
si on connaît les valeurs ici, mettons, et comme on connaît cette courbe, on peut remonter à savoir il y a combien de temps que la singularité primordiale a eu lieu, il y a combien de temps. Et la réponse donc, nous donne l'âge de l'univers, à peu de choses près, hein, en gros, je schématise, mais grosso modo c'est ça, et donc on voit que l'univers a essentiellement 15 milliards d'années jusqu'à cette singularité. Et rassurez-vous, je ne vais pas vous parler des 15 milliards d'années. Bon, c'est juste pour résumer, on a ici de aujourd'hui jusqu'à la formation du système solaire, des quasars, etc. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de conférences sur ces sujets-là, ici aussi, jusqu'à un certain moment où il y a le découplage du rayonnement et de la matière. Je vais en parler ultérieurement. Après ça, c'est ce qu'on appelle l'ère de la matière. Avant, c'est l'ère du rayonnement. Bon, il y a la nucléosynthèse, là encore, il y a beaucoup de la formation de tous les éléments dans l'univers. Ça, c'est quand on remonte dans le temps. Et quand on remonte essentiellement jusqu'à ici, la nucléosynthèse, un petit peu avant, par là, la transition qu'on appelle transition quark-hadron, ça, c'est des choses sur lesquelles on est à peu près sûr. En fait, jusqu'à la nucléosynthèse, on est parfaitement sûr. En dessous de la nucléosynthèse, c'est-à-dire avant la nucléosynthèse, on peut émettre des doutes, mais essentiellement, le sujet est à peu près bien connu. Jusqu'à la transition électrofaible, je vais parler des transitions de phase dans un instant, mais jusqu'à la transition électrofaible, tout est à peu près bien connu, entre autres parce que tout ça peut soit s'observer directement dans le ciel, soit se mesurer dans des accélérateurs et dans des expériences de physique des particules. Donc on arrive à peu près bien connaître jusqu'ici. Partant de là, vous voyez, c'est là sur ce diagramme que commencent à apparaître les points d'interrogation. Alors il y a un premier point d'interrogation qui est un désert théorique, enfin ce qu'on appelle un désert théorique ici, dans lequel peut-être pourrait intervenir la supersymétrie, j'en reparlerai aussi dans un instant, mais à partir de là, on ne sait pas exactement de quoi on parle, au juste. Hein, on sait simplement qu'il y a quelque chose, il a certainement dû se passer des choses, et en particulier, quand on veut s'intéresser à la possibilité que l'univers n'ait pas toujours été en expansion, ce qu'on considère, c'est cette dernière période, vous voyez, ce qu'on appelle la transition de grande unification ou l'époque de Planck, c'est-à-dire la période entre presque l'origine de la singularité primordiale, qu'on suppose ne pas être une singularité, jusqu'à l'apparition des théories qui commencent à ressembler à ce qu'on sait faire. Et en fait, la physique théorique, pour parler très clairement, a des notions extrêmement claires de ce qui se passe pratiquement jusque-là, jusqu'à la théorie de grande unification. Sinon, en fait, pour être plus précis, jusqu'à la transition de grande unification, la physique théorique ne sait pas exactement ce qui se passe, mais elle sait qu'elle peut le décrire. C'est-à-dire plus précisément, on sait qu'on arrivera à fabriquer une théorie pour reproduire ceci, la transition de grande unification. C'est dans le domaine théorique tout à fait clair, ça porte même un nom très établi, c'est la théorie quantique des champs. Tout cela est parfaitement bien défini. Au-delà de ça, on arrive à la difficulté qui consiste à unir la gravitation avec les autres interactions. C'est là où interviennent donc la gravité quantique, la théorie des cordes, supercordes et toutes ces choses-là. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué. Et l'avantage qu'on a ici, c'est qu'à partir de là, on peut dire essentiellement ce qu'on veut. Il y a très très peu de contrôle, même au niveau théorique. Donc c'est l'avantage. Et bien entendu, je vous précise que moi, je travaille dans ces domaines-là, ce qui me permet donc de dire à peu près n'importe quoi, ce qui va suivre d'ailleurs. Alors, maintenant, je vais essayer de résumer. J'ai parlé du problème de la singularité, mais le problème de la singularité, en quelque sorte, on peut le considérer comme, ma foi, somme toute, c'est un problème théorique. On voit que le facteur d'échelle tend vers 0, c'est-à-dire que la distance entre tous les objets tend vers 0. Bon, vous pouvez après tout dire, certes, mais c'était il y a 15 milliards d'années, et en quoi est-ce que cela me concerne, ou devrait nous concerner? Au niveau observationnel, on ne peut rien dire de plus que ça. Le problème, c'est qu'il y a d'autres problèmes observationnels, et en quelque sorte, ce qui est amusant, c'est que le principe cosmologique suivant lequel l'univers est homogène et isotrope est en lui-même un problème. En fait, la vérification du principe cosmologique est en soi un problème. Pourquoi? Parce que le principe cosmologique implique que l'univers est en expansion. Et si l'univers est en expansion, ça implique qu'il existe quelque chose qu'on appelle l'horizon des particules, qui est la chose suivante. Si je prends la Terre qui est ici, et je prends deux objets qui sont, mettons, à 15 milliards d'années de nous, j'ai vu que du fait de l'expansion, l'univers n'avait que 15 milliards d'années. Autrement dit, un objet qui est situé à 15 milliards d'années-lumière de nous, la lumière qu'il a émise, il l'a émise essentiellement au moment de la singularité primordiale, et cette lumière nous arrive maintenant. Donc, ça veut dire... Alors déjà, ça nous dit que si on arrive à regarder suffisamment loin dans le passé, on arrivera peut-être à la voir, cette singularité, et donc,
arriver à arrêter de pouvoir dire tout et n'importe quoi et de pouvoir faire de la vraie physique avec ça. C'est un peu l'idée, évidemment. Mais l'autre difficulté, c'est que, par exemple, cet objet-là a émis il y a 15 milliards d'années, puisqu'il est à la limite de ce qu'on appelle, comme j'ai dit, notre horizon des particules, qui est donc essentiellement l'âge de l'univers. Cet objet-là a aussi émis il y a 15 milliards d'années. Autrement dit, ces objets-là sont à, bon, mettons 30 milliards d'années-lumière l'un de l'autre, et ne se sont jamais vus, et n'ont jamais communiqué, et n'ont jamais pu communiquer, bien évidemment, puisqu'ils sont à une distance supérieure à la taille de l'horizon lui-même. Donc, évidemment, ils n'ont pas pu communiquer. Or, quand on regarde la carte du ciel, ici, si on la regarde de manière pas trop détaillée, mais essentiellement, ce qu'on voit, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une isotropie quasiment parfaite. Cette isotropie quasiment parfaite, elle émane donc d'objets qui ne se sont jamais vus, qui n'ont jamais pu se voir, et qui émettent pourtant de la lumière à très exactement la même température. Pas tout à fait très exactement, mais presque très exactement la même température. Ça, c'est évidemment un problème en soi, catastrophique. Ce qui est intéressant, j'en profite quand même pour montrer un petit peu les nuances entre les premières mesures de Hubble des années 30 et la physique qu'on peut envisager de faire maintenant, au début du XXIe siècle. On peut voir les mesures ici, l'intensité, c'est-à-dire la luminosité qu'on reçoit. Quand je parlais de cette courbe ici, c'est la carte du ciel à 2 Kelvin. Attendez, excusez-moi. Voilà. Ce qu'on observe ici, c'est en fonction de la fréquence, quand on regarde dans une direction donnée, on regarde la courbe de lumière qu'on reçoit en fonction de la fréquence. Et ce qu'on constate, c'est que cette courbe de lumière, vous voyez, ça c'est les points expérimentaux, et en trait plein, c'est une prédiction théorique pour un objet qu'on appelle un corps noir. Et alors le corps noir, c'est assez paradoxal, parce que, bon, on peut voir ici, c'est une autre représentation encore plus claire. Ça n'a pas l'air, mais c'est exactement la même courbe, mais c'est dans d'autres unités, donc c'est normal. Et on voit que très clairement, pour ceux qui connaissent, les barres d'erreur qui sont données ici sont des barres d'erreur qu'on appelle à 400 sigma, c'est-à-dire il y a 400 fois l'erreur statistique attendue qui est représentée ici. Donc on voit que tous les points sont absolument parfaitement représentés sur ce corps noir. Et en fait, un corps noir, c'est le rayonnement que vous auriez dans un four. Si vous mettez un four, vous faites un tout petit trou dedans pour pouvoir regarder dedans, et ce four est en contact avec un objet qui a une certaine température donnée, et toute la lumière, si les parois sont parfaitement réfléchissantes, toute la lumière qui est à l'intérieur de ce four, on peut calculer exactement quelle est la répartition de la lumière à l'intérieur de ce four. J'en reparlerai tout à l'heure, mais cette répartition, c'est la répartition de Planck. C'est grâce à cette répartition qu'on a trouvé la mécanique quantique, j'en parlerai tout à l'heure. Et ce qui est amusant, c'est que le corps noir cosmologique qu'on obtient ici, c'est le meilleur corps noir qu'on n'a jamais été capable de faire. Enfin, on ne l'a pas fait d'ailleurs, puisqu'il est fait tout seul, mais c'est le meilleur corps noir. Enfin, on n'a jamais été capable de reproduire un corps noir avec autant de perfection au niveau du laboratoire. Donc voilà un cas en particulier où l'observation astronomique, en quelque sorte étendue à ce genre de mesures, l'observation astronomique nous donne des informations presque plus précises que la physique qu'on pourrait faire sur un coin de paillasse. Donc ça, c'est suffisamment exceptionnel pour qu'on puisse le noter. Et alors je récapitule en quoi est-ce que c'est une difficulté, hein, parce que, encore une fois, cette courbe-là, on obtient très exactement la même si on regarde ici ou là, c'est-à-dire à des points qui donc en principe ne se sont jamais parlé. Récapitulons, puisque nous sommes ici, au moment où cette lumière est émise, je vais discuter un petit peu plus tard, je remonte dans le temps petit à petit comme ça, donc au moment où cette lumière est émise, c'est ce qu'on appelle la recombinaison. Voici, mettons schématiquement, hein, encore une fois, il faut voir les choses en 3 dimensions, mais voilà notre univers avec son horizon visible. Ici, des objets, enfin chaque point de l'univers avec son horizon, représenté à une distance suffisante pour que ce soit juste les moments où les horizons se touchent. Et on voit que donc ici, on a exactement la même température pour tout le monde, la même courbe de Planck que je montrais à l'instant pour tout le monde, alors que les objets qui sont ici et là n'ont aucune raison de s'être vus, ils ne sont pas en contact. Alors, c'est là où c'est amusant parce que la courbe de Planck qu'on obtient, c'est celle qui nous dit que le four dans lequel on fait la mesure est en contact thermique avec un thermostat, c'est-à-dire avec quelque chose qui est une source de chaleur raisonnablement grande,
qu'il n'y ait plus aucune fluctuation à l'intérieur, enfin les fluctuations sont les fluctuations minimales qu'on puisse avoir, parce qu'il y a contact. Or précisément, d'un point à l'autre ici, il n'y a pas contact. Il n'y a pas contact et pourtant, la température est très exactement la même, et c'est le meilleur corps noir qu'on ait jamais fait. Donc en quelque sorte, tout ça est un petit peu incohérent, mais rassurez-vous, ça va être encore pire. Un autre point, l'autre point, et en fait ce fut le problème majeur pendant très longtemps, c'est d'en passe de le redevenir d'ailleurs paradoxalement, mais un autre point concerne le fait que l'univers, tel qu'on l'observe, je vais vous le montrer dans quelques instants, tel qu'on l'observe, il a l'air d'être relativement plat. C'est-à-dire qu'il y avait, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs options. L'univers pouvait être fermé, ouvert ou plat. C'est-à-dire que j'avais appelé elliptique, sphérique ou plat toujours. Et il se trouve que pour que ce soit le cas, ça représente ce que les théoriciens n'aiment pas du tout, ce qu'on appelle un ajustement extrêmement fin des paramètres physiques sous-jacents qu'on peut voir ici. Voilà, ici représenté 3 trajectoires du facteur d'échelle, donc de la distance caractéristique entre 2 objets, en partant de la singularité initiale, en fonction du temps, vous voyez ici en milliards d'années. Hein, donc voilà, nous sommes essentiellement, bon, non, on n'est pas là, mais on est par là-bas, on est à 15 milliards d'années, grosso modo, mais voici, et ceci, 3 courbes pour 3 densités initiales de l'univers. Alors on ne peut pas dire la densité initiale, puisque la densité initiale, au moment de la singularité, c'est a priori infini, mais imaginons qu'on se place un tout petit peu après, et dans cet exemple-là, on s'est placé 1 nanoseconde après la singularité. C'est-à-dire qu'il y a eu la singularité, et 1 nanoseconde, c'est 1 milliardième de seconde, hein, donc c'est vraiment très peu de temps après cette singularité. Et voici les différentes densités possibles qui ont été choisies pour ces 3 courbes. Et vous voyez ici, tous les chiffres sont exactement les mêmes, sauf le dernier. Vous voyez ici, c'est 0,15, 0,16, 0,17. Donc c'est à la 24e décimale, en l'occurrence, dans cet exemple-là. Donc si on ajuste à 17, on peut voir que l'univers, si on ajuste avec ce chiffre 17, 1 nanoseconde après le début de l'origine des temps, on peut voir qu'en quelque chose comme 11 milliards d'années, l'univers se réécroule sur lui-même. Si on met non pas 17, mais 15, alors l'univers va être en expansion pour l'éternité, et l'univers va se refroidir de plus en plus, et enfin bon, j'y viendrai là encore, voire même accélérer si ça se trouve. Et si on met donc entre les deux, donc je vous dis l'ajustement à la 24e décimale dans ce cadre-là, mais en réalité l'ajustement n'est pas à la 24e décimale, si on veut remonter jusque, comment dirais-je, au temps de Planck, presque, là où je vais arriver tout à l'heure, c'est à la 60e décimale qu'il faut jouer, mais évidemment après il y avait plus de place pour écrire des choses comme ça. Donc, voilà, quand on ajuste en mettant le 6 ici, alors on obtient un univers qui est plat ou presque plat. Et voilà le comportement que nous observons. C'est-à-dire que si nous avions observé un comportement extrêmement différent de ça, on aurait dit, bon ben voilà, on a mesuré un des paramètres de l'univers, et puis voilà. Le seul problème, c'est que si on est un tant soit peu éloigné de cette valeur qui est ce qu'on appelle la densité critique de l'univers, bon, c'est pas ça la densité critique, mais en l'occurrence ça revient à ça, si on est un tant soit peu éloigné de la densité critique au moment de la singularité, on voit que, autant au départ ça ne fait pas énormément de différence, autant très rapidement, enfin je dis très rapidement, c'est en milliards d'années quand même, mais on est à 15 milliards d'années maintenant, donc on devrait voir une différence énorme, on devrait voir une différence gigantesque. Comme on observe une courbe qui correspond à la courbe noire ici, ça semble nous indiquer que la densité est exactement celle qu'il aurait fallu au départ. Et ça c'est très louche, c'est très curieux, puisqu'il faut faire un ajustement dans nos théories à quelque chose comme 10-60 près. Alors, il y a une solution qui a été proposée pour ce problème-là, et pour tous les autres d'ailleurs, qui a été proposé, un des gens qui l'a proposé, c'est André Linde, et qui lui-même a résumé dans ce petit dessin l'idée générale, c'est l'idée d'inflation. Alors je vais en parler, mais essentiellement, ça consiste à se dire, nous on est là, on est dans un univers qui est notre maison, hein, et tous les problèmes théoriques que pose l'expansion de l'univers, sauf la singularité d'ailleurs, mais le problème de la platitude, les problèmes en plus, j'en ai pas parlé, je pourrais en parler, mais il y a production de plein d'objets désagréables dans l'univers.
tous ces objets-là, simplement, la théorie de l'inflation selon André Linde, ça consiste à les mettre dehors. Alors, un exemple très simple, la théorie de l'inflation, comme son nom l'indique, c'est de considérer que, vous voyez, on a le facteur d'échelle, normalement, en fonction du temps, le facteur d'échelle, normalement, il fait quelque chose comme ça, hein, c'est une des courbes précédentes, et la théorie de l'inflation dit que pendant un instant, pendant un moment, j'allais dire on ne sait pas pourquoi, si on sait à peu près pourquoi, tout d'un coup ce facteur d'échelle se met à exploser littéralement. Il accélère, et d'ailleurs j'en parlerai tout à l'heure, mais il se peut qu'on soit nous-mêmes dans une phase d'inflation maintenant. Donc l'univers se met à accélérer considérablement. Alors qu'est-ce que ça veut dire maintenant du point de vue de la géométrie? Ça veut dire la chose suivante. Quand on regarde encore une fois dans cette représentation schématique sphérique à 2 dimensions, on voit que tout d'un coup, si l'univers passe de cette configuration-là à une configuration gigantesquement plus grande, quand je dis gigantesquement plus grande, c'est plusieurs ordres de grandeur en un intervalle de temps qui est une fraction de seconde. Donc c'est vraiment une augmentation terrifiante. Et ce qui fait que cet objet-là devient, pour un observateur qui était, mettons, ici, grand comme ça, devient tout ça. Et là, on voit clairement qu'un objet qui avait l'air d'être complètement sphérique, rapidement passe de là à là à là, et a l'air d'être plat. Et donc, l'idée de l'inflation, ça consiste simplement à dire, bien, il n'y a absolument aucun problème avec la platitude. L'univers n'est pas plat. Alors, quand je dis plat, c'est aussi... ah, mince, diablerie. Mais c'est dans l'autre sens que ça marche, ça? Excusez-moi. Voilà. Ça c'est la notion d'univers plat. Hein, c'est quand on fait cet ajustement sur la densité initiale. En fait, la densité initiale, évidemment, est reliée au contenu en matière. Ça, c'est les équations d'Einstein qui nous disent ça. C'est que la matière qui est dans l'univers nous donne aussi sa géométrie. Donc, quand je dis que l'univers est plat, ça veut dire que j'ai ajusté, au moment de la singularité primordiale, on a ajusté la densité à être très, 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 très proche de la densité critique. Alors, je vais repartir là-dessus. Donc, non, voilà, évidemment. Excusez-moi. Et donc, on voit que, clairement, si on part de à peu près n'importe quelle condition, si on a un univers qui est même extrêmement courbe au départ, mais qui tout d'un coup se met à exploser littéralement, on obtient toujours cette forme-là. Parce que nous, on est resté tout petit là-dessus. On est resté un tout petit morceau de l'univers qui voyait jusqu'à un certain point la courbure, mais comme l'univers a augmenté énormément, en fait, c'est tout simplement que de dire qu'on a l'impression que le sol sur Terre est plat parce qu'on est très petit par rapport au sol. Et en fait, la solution de l'inflation, c'est exactement la même chose. Donc ça reprend presque des idées médiévales là-dessus, pour dire que l'univers est plat parce qu'il a l'air plat. En fait, il n'est pas du tout plat, il est aussi courbe qu'il veut, mais il est très courbe sur des échelles qui sont tellement plus grandes que toutes celles qu'on peut observer, que grosso modo, tout se passe comme s'il était plat, et donc c'est pas la peine de s'énerver là-dessus, et le problème est réglé. Alors, en plus, l'avantage, c'est que je parlais d'isotropie tout à l'heure, au sens où, quand on mesure la température du fond de rayonnement, on trouve à peu près la même chose partout, et donc on avait une carte du ciel qui était parfaitement, enfin c'était la même chose dans toutes les directions. En réalité, ce n'est pas exactement la même chose dans toutes les directions. Ça a été découvert en 1992 par le satellite Kobe. Donc il y a des variations de température. Ici, alors, ça a été vérifié ensuite plus récemment encore par le satellite WMAP, dont je reparlerai tout à l'heure. Mais il y a des variations de température au niveau de 10-5, c'est-à-dire, enfin c'est au niveau de 10 pour 1 million, c'est-à-dire des fluctuations extrêmement faibles, mais de ces fluctuations, on pense qu'on arrive à fabriquer les grandes structures dans l'univers. Alors je vais expliquer d'un instant pourquoi et comment, mais le point intéressant, c'est que ces fluctuations, dans le cadre de la cosmologie ordinaire, en quelque sorte, elles ne veulent rien dire. C'est-à-dire que la cosmologie, dont j'ai dit que c'était... Enfin, le principe cosmologique, c'est l'univers est homogène et isotrope. Et en quelque sorte, ici, on voit qu'il ne l'est pas. Donc, on pourrait dire que le principe cosmologique, qui par ailleurs est respecté au niveau 10-4, mettons, à 10-5, il ne l'est plus. Donc, le principe cosmologique, c'est fascinant parce que c'est quelque chose qui est d'abord problématique. C'est lui qui génère
toute la difficulté, le problème de l'horizon, le problème de la platitude, tout ça, ça vient du principe cosmologique. Et en même temps, on s'aperçoit qu'il n'est pas tout à fait et parfaitement respecté. Alors, d'où viennent ces fluctuations? Quand même essayer d'expliquer assez rapidement d'où viennent ces fluctuations. Parce que, je veux dire, déjà, dans un premier temps, j'ai oublié de préciser, mais dans le cadre de la question « L'univers a-t-il toujours été en expansion ?» Question qui se pose du fait des problèmes, des problèmes inhérents à la cosmologie dont je viens de discuter. La solution de type inflation, qui est la solution, il faut quand même le préciser, la solution la plus communément admise à l'heure actuelle, mais là encore j'y reviendrai, mais cette solution, comme on le voit ici, répond de manière très claire à cette question, et la réponse est oui, l'univers a toujours été en expansion, dans le cadre des modèles d'inflation, c'est clair et c'est réglé. Alors, maintenant je vais revenir un petit peu sur ce que sont les fluctuations primordiales, ce que sont ces petites variations de température, pourquoi, d'où elles viennent, et essayer de comprendre comment on peut les calculer. En fait, si vous prenez un univers au départ, voici l'univers ici, notre univers entier, donc la taille de l'horizon, je parlais de l'horizon des particules, donc essentiellement l'âge de l'univers, mettons, pour la taille de cette boîte, et à l'intérieur, il y a des électrons, des protons, et les trajectoires, les lignes droites ici, ce sont les trajectoires des photons. Alors comme on part d'un univers qui est assez dense, il y a beaucoup d'objets à l'intérieur de l'univers, et du coup les chocs, les collisions entre les photons et les électrons et les protons sont assez nombreuses. Donc il y a beaucoup de collisions, donc les photons ne traversent pas l'univers facilement. Puis, comme l'univers est en expansion, la densité, les objets se diluent un petit peu, la densité diminue un petit peu, et donc les trajets caractéristiques des photons deviennent de plus en plus grands. En plus, il se passe autre chose, qui est ce qu'on appelle la recombinaison. Pour une raison que j'ignore, on appelle ça recombinaison, alors que c'est la combinaison, en fait. C'est-à-dire, c'est la fabrication à partir des protons et des électrons d'atomes d'hélium, d'hydrogène, n'importe quoi, d'atomes d'hydrogène, et je ne sais pas pourquoi on appelle ça recombinaison, puisqu'ils n'ont jamais été combinés dans le cadre théorique usuel, ils n'ont jamais été combinés avant. Évidemment, c'est à partir de ce moment-là que ces objets-là apparaissent, se mettent à exister, et quand ils commencent à exister, la probabilité qu'un photon les cogne s'avère être en fait beaucoup plus petite, encore. Puis la densité diminue encore et encore, jusqu'au moment où la trajectoire caractéristique d'un photon devient plus grande que la taille même de l'univers. Résultat des courses, l'univers devient transparent, alors qu'avant il était opaque. Donc tout ça, ça peut se schématiser ici. Ça, c'est des diagrammes qui m'ont été fournis au départ. C'est une idée des représentations de François Boucher qui est ici. Je ne sais pas s'il est ici même d'ailleurs. Donc la chose est donc la suivante. On part de l'univers de la singularité primordiale. Vu d'ici, la singularité primordiale, c'est simplement un point une surface à 15 milliards d'années de nous, avec ce que j'appelle, ici c'est le redshift, c'est un rougissement absolument infini, évidemment, puisque c'est une singularité. Mais bon, il se passe un certain nombre de choses qui sont décrites ici, qui ont rapport. Il y a la recombinaison, mais jusqu'au moment où l'univers devient transparent. Et quand l'univers devient transparent, à ce moment-là, on peut voir tous les photons qui sont issus de cette surface, qu'on appelle donc la surface de dernière diffusion. Alors ce qui est intéressant, c'est que du coup, voir ces photons, dont j'ai dit qu'ils étaient tous à la même température, à peu de choses près, à 10-5 près, ça nous donne une photo de l'univers tel qu'il était à ce moment-là. Et on peut calculer à peu près combien de temps c'était après la singularité primordiale. On voit que c'était il y a 300 000 ans après la singularité primordiale, essentiellement. Et ça, sur un total de 15 milliards d'années, on peut dire qu'on est quand même déjà revenu assez loin en arrière. Alors, ce qui se passe ici, c'est... Alors, comment on peut expliquer que qu'on voit donc cette figure-là, par exemple, ça c'est la même figure des fluctuations à 10-5 près, observées cette fois-ci par une autre expérience qui s'appelait Boomerang. Ben, on peut voir la chose, donc ici c'est le même diagramme que tout à l'heure, mais élargi sur une distance plus grande dans l'univers, et on voit que s'il y a eu des variations à un moment, de préférence avant la recombinaison, s'il y a eu de telles variations, ces variations ici se traduisent par quoi? Des variations de densité. Puisque s'il y a des variations de densité, donc plus de densité en certains endroits qu'en d'autres. S'il y a plus de densité en certains endroits qu'à d'autres, on voit que l'univers devient transparent, pas tout à fait au même moment,
évidemment, il devient transparent plus rapidement dans les endroits où c'est moins dense que dans les endroits où c'est un peu plus dense. Ce qui veut dire que la surface qu'on va voir n'est pas une surface à distance, entre guillemets, à distance finie, à distance fixée. C'est une surface qui bouge un petit peu. Donc, les fluctuations qu'on voit là, en fait, elles reflètent tout simplement les fluctuations de densité qu'il y avait dans la matière au moment où les photons passent cette surface de dernière diffusion. Et ces fluctuations de densité, il se trouve, puisque c'est de la densité, c'est relié aussi à la géométrie, et on peut voir que les fluctuations de densité, on peut avoir plusieurs types d'images. Voici le genre d'image qu'on obtiendrait avec un univers sphérique, le genre d'image qu'on obtiendrait avec un univers hyperbolique, et le genre d'image qu'on obtiendrait avec un univers plat, et le genre d'image qu'on obtient effectivement. En fait, ce qu'on peut voir ici, c'est que les deux images, celle-là et celle-là, sont essentiellement la même, et donc on peut en déduire, en fait, de ces fluctuations-là, on arrive à déduire que l'univers est à peu de choses près plat. Comment on voit ça? Un peu plus précis. C'est ce qui est représenté ici, où on regarde donc cette surface de dernière diffusion pour, mettons, un mode de compression, c'est-à-dire un mode où il y aurait plus de matière et où on aurait prévu que ce mode-là devrait apparaître à une certaine distance angulaire dans le ciel. Cette distance angulaire, en fait cette distance physique, pardon, excusez-moi, se traduit par une distance angulaire de la manière dont on la voit. Et comme à partir du moment où l'univers n'est pas strictement plat, on peut mesurer à ce moment-là, si on connaît la distance physique qu'on s'attend à trouver ici, et on la connaît à peu près, parce que ça c'est de la physique donnée par de la physique atomique, donc on sait en gros ce à quoi on s'attend. Si on connaît cette distance physique ici, on peut en déduire quelle est la distance angulaire, puisque cette distance angulaire, elle va dépendre de la courbure de l'univers. Et c'est ainsi qu'on arrive à reconstruire la courbure de l'univers en mesurant donc dans l'autre sens quelle est l'échelle angulaire sur laquelle on obtient les choses. Alors voilà ce qu'on fait. Voilà précisément le genre de résultat qu'on obtient. Alors là, on voit qu'on est dans un domaine totalement différent des mesures de Hubble de 1929, c'est clair. Là, on est vraiment dans ce qu'on appelle de la cosmologie de précision. On est au tout début. C'est les résultats les plus récents, donc l'expérience WMAP dont je parlais tout à l'heure, où on voit les variations d'intensité relative de la lumière en fonction de l'échelle angulaire à laquelle on les observe. Et alors voici les mesures. Alors ici, oui, les mesures ici avec leur barre d'erreur. Donc avec la précision des mesures est assez exceptionnelle. Et je crois qu'en trait plein ici, c'est une prédiction théorique de l'inflation. C'est-à-dire qu'un modèle d'inflation standard redonne cette prédiction théorique-là. Alors, en fait, ce n'est pas vraiment la prédiction théorique du modèle en question, c'est un ajustement des paramètres du modèle théorique en fonction des données pour essayer de reproduire au mieux. Mais ce qu'on voit quand même, c'est qu'on reproduit pas seulement au mieux, on reproduit ça extrêmement bien, quoi. Et maintenant, c'est pour ça que dans toute l'histoire de l'univers dont je parlais, savoir si l'univers a été en expansion, on peut arriver à dire que oui, l'univers a été en expansion pendant une très très grande intervalle de temps, parce que sinon cette courbe ne serait pas du tout la même, elle serait complètement différente. D'ailleurs, il y a même des possibilités de se dire que si on arrivait à mesurer cette chose-là de manière encore plus précise, alors on arriverait à voir des effets qui viendraient de la singularité primordiale. Et je vais y venir. Tiens, pourquoi est-ce que je voulais reparler de ça? Alors attendez, parce que là... Oui, il y a aussi un autre point qui est important, c'est les mesures qu'on arrive à faire. On fait aussi des calculs sur comment les grandes structures se forment dans l'univers. Et ces grandes structures, donc voici typiquement le genre de représentation de grandes structures qu'on peut faire, entre autres ici, et qu'on essaye de comparer à ce qu'on observe. Les grandes structures dans l'univers, voilà, c'est pour ça que je me rappelle, c'est quand on prend ce diagramme-là et qu'on essaye de se dire, en fonction d'une échelle physique donnée, est-ce que j'ai plus ou moins de matière qu'à une autre échelle physique donnée? On voit bien qu'il y a certaines échelles qui ont plus de matière que d'autres, qui ont plus de densité que d'autres. Alors, voilà le genre de mesures qu'on arrive à faire. Alors,
clairement pas encore le même niveau de raffinement et de précision que les mesures en particulier de fluctuation du corps noir, mais c'est quand même relativement précis, et si vous avez un modèle théorique qui n'est pas simplement de l'expansion et de l'inflation, il va falloir qu'il prédise cette courbe-là, et en général, il ne va pas prédire du tout ça. Donc là encore, c'est des prédictions assez difficiles à gérer. Ça, je vais passer ça parce que ça ne nous intéresse pas. Et alors maintenant, je vais passer... Je suis très en retard sur mon horaire, je suis désolé. Je vais passer à la physique des particules. Jusqu'ici, j'ai parlé que de cosmologie et d'observation du ciel. Et je vais essayer de résumer toute la physique des particules et d'aller un peu plus loin que toute la physique des particules connues dans les 5 minutes qui viennent. Ça devrait être assez rapide parce que toute la physique des particules à peu près connue est ici. Voilà, donc ça me prend même moins de 5 minutes. Alors bon, ce diagramme-là, c'est juste pour expliciter un petit peu l'ensemble des particules qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on a mesuré dans les accélérateurs de toute taille. Ça commence avec les particules connues qui sont l'électron ici, puis un peu moins connues que sont le mu et le tau. Et on voit surtout qu'il y a une structure pour un certain type de particules qu'on appelle des leptons et des quarks, qui sont des particules de spin 1,5. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. C'est vraiment juste pour vous montrer que les choses sont à peu près bien connues et sous contrôle, jusque pour ça. Et où on voit clairement qu'il y a 3 générations de ces particules-là qui se reproduisent à l'identique. Et alors, détail en passant, la cosmologie, en mesurant le contenu matériel de l'univers d'une manière totalement globale, nous permet, sans rien savoir de ça, en quelque sorte, de déduire, de contraindre le nombre de ces générations-là. Et la cosmologie nous indique qu'il ne peut pas y en avoir, je crois qu'il doit y en avoir moins que 3,5. Comme on sait que ça doit être un nombre entier, il y en a 3, quoi. Et en plus, on en connaît 3 expérimentalement, donc je crois que c'est clair. Il y a 3 générations de particules qui sont représentées ici. Il y a un autre type de particules qui sont ces 4 objets ici, en fait, plus toutes celles-là, c'est les vecteurs des interactions, qui sont les vecteurs des interactions électromagnétiques, des interactions faibles et des interactions fortes, ainsi que ce qu'on appelle le graviton, qu'on met un petit peu abusivement dans la catégorie particules, en considérant que c'est lui qui est le médiateur de l'interaction gravitationnelle. Et si on veut croire que la gravitation doit un jour être unifiée avec les autres interactions, alors forcément, on est obligé de considérer l'onde gravitationnelle comme une particule en soi, et non pas simplement une onde au même titre que la lumière. Maintenant apparaît sous forme d'un photon dans ce diagramme-là. Mais si je vous avais fait cet exposé au XVIIIe siècle, je n'aurais probablement pas parlé de ce photon dans cette catégorie-là. Enfin, d'ailleurs, il n'y aurait eu guère que lui qui aurait survécu au XVIIIe siècle. Mais bon. Et en plus, bon, il y a le boson de Higgs dont je ne parle pas pour le moment, mais enfin, je ne sais pas si... Non. Alors, pour schématiser encore plus, donc j'ai dit il y a 3 générations de particules identiques qui sont les leptons, les quarks, et reliés entre eux par des forces, donc qui sont les forces fortes, faibles, pardon, fortes et électromagnétiques. Et en fait, on classe ces particules dans 2 grandes catégories qui sont les fermions et les bosons. Donc, dans les fermions, on retrouve les leptons et les quarks. Tout ça, c'est un petit peu de la nomenclature, hein. Je suis désolé, c'est un petit peu de la cuisine, mais en fait, les fermions et les bosons ont de grandes différences entre eux, qui est en fait c'est un comportement de nombre. C'est-à-dire, si vous prenez plusieurs fermions entre eux et que vous les forcez à être les uns à côté des autres, il y a un moment, ils ne voudront plus. Alors que si vous prenez des bosons, plus vous les mettez les uns sur les autres au même endroit, dans le même état à peu près pareil, plus ils sont contents. Enfin, entre guillemets, ils ne sont pas contents, mais si vous forcez les particules à être au même état, vous pouvez fabriquer rapidement des condensations de bosons où ils vont tous aller dans le même état, alors que si vous cherchez à faire la même chose avec des fermions, vous n'y arrivez pas, et ils se repoussent entre eux, ils se repoussent tellement entre eux que si vous en mettez beaucoup suffisamment, et que vous les faites tenir entre eux par l'interaction gravitationnelle, cette simple répulsion qu'ils ont statistiquement entre eux vous conduit à pouvoir fabriquer des étoiles type étoile à neutrons. Mais bon, le point, c'est qu'il y a 2 catégories de particules donc, dans l'univers, visiblement, qui ont des comportements complètement différents. Et alors les théoriciens sont des fois un petit peu pervers, ils se disent si le comportement est aussi différent, pourquoi ne serait-ce pas, après tout, la manifestation d'une seule et même chose, mais 2 manifestations parfaitement différentes? Et alors, c'est l'idée de la supersymétrie, qui consiste à dire qu'à chaque fermion qui existe ici, il doit exister une autre particule, un boson,
qui est le partenaire supersymétrique. Et à ce moment-là, on pourrait se dire, eh bien, si cette supersymétrie est effectivement respectée dans la nature, alors les comportements de ces objets-là seraient les mêmes que les comportements des partenaires de ces objets-là, et vice-versa, évidemment. Donc, alors, ça paraît être une idée un petit peu aberrante. C'est pas aussi aberrant que ça quand on regarde... bon, je ne vais pas vous montrer ça comme une preuve, parce que ça n'en est pas une, mais quand on regarde le comportement des interactions, des couplages entre eux, vous prenez deux particules et vous mesurez simplement quelle est la force d'interaction entre ces deux particules, bon, sous certaines conditions expérimentales données. Et on peut mesurer cette force, et on voit que cette force va dépendre de l'échelle d'énergie à laquelle on la mesure. Alors voici la force, donc, en particulier pour l'échelle électrofaible, l'interaction électromagnétique, pardon. Ici pour l'interaction faible, ici pour l'interaction forte. Ça doit être, il doit y avoir des inversions là-dedans, je pense, mais c'est pas très grave. Pardon, voilà les choses telles qu'on les mesure. Et on peut voir, on peut calculer que l'évolution de ces courbes en fonction de l'énergie. On peut calculer ça, et on voit que si on le fait, bon, ben voilà le diagramme typique qu'on obtient. Si on rajoute de la supersymétrie, ce diagramme est différent, puisqu'il fait intervenir une échelle supplémentaire qui est ici. Et on voit que si on rajoute de la supersymétrie, ces trois courbes se retrouvent très exactement en un point. Alors ça, c'est intéressant parce que ça donne l'impression que ces trois interactions qui ont l'air d'être très différentes vont en fait passer une énergie très élevée, être exactement la même chose. Je vous rappelle qu'on se place dans un cadre de cosmologie et où on démarre sur une singularité primordiale à une échelle d'énergie par conséquent infinie. Ou pour le mieux, une échelle d'énergie qui est proche de l'énergie de Planck, c'est-à-dire dans ce diagramme-là, je ne sais pas si ce serait quelque part par là, grosso modo. Donc, si les interactions ont été unifiées à un instant, on doit le voir aussi dans l'univers primordial. Allons encore un petit peu plus loin, reprenons le même diagramme que tout à l'heure. Voici donc les interactions faibles électromagnétiques, fortes. Comme j'ai dit, si on met de la supersymétrie, en fonction de l'énergie, il y a un moment où, c'est très schématique évidemment, parce que évidemment ce n'est pas des lignes droites, hein, comme vous avez vu, c'était des courbes évidemment, il y a un moment où tout cela se retrouve, et ça c'est ce qu'on appelle les théories de grande unification. Mais maintenant prenons en compte, en plus de la physique des particules que je viens d'essayer de discuter, vous voyez, je m'y suis tenu en 5 minutes, effectivement, la physique des particules est faite. En plus de ça, on prend l'interaction gravitationnelle. L'interaction gravitationnelle, elle a la caractéristique par rapport aux autres interactions d'être extrêmement faible, monstrueusement faible, à tel point que jusqu'à ces échelles d'énergie-là, vous persistez à ne pas la voir, par plusieurs ordres de grandeur. Par contre, il arrive un moment, qui est l'échelle de Planck, évidemment, où cette interaction gravitationnelle, elle se met à grimper très vite en énergie, alors que les autres diminuent, et là, il y a à nouveau un croisement, et où on peut supposer qu'ici, il se passe quelque chose d'intéressant. Alors en fait, ce qui se passe d'intéressant à ce moment-là, c'est ce que d'aucuns supposent être la théorie des supercordes. Alors, rapidement, je vais vous faire aussi en 5 minutes la théorie des supercordes. Mais bien entendu, vous m'interrompez si ce n'est pas clair. Mais vous allez voir que ça va être très clair. La théorie des supercordes, c'est la chose suivante. J'ai parlé de supersymétrie. Le super, quand vous voyez dans une théorie scientifique, enfin non, une théorie physique, le mot super, en général, ça veut dire supersymétrique. C'est-à-dire cette symétrie dont je parlais tout à l'heure entre les bosons et les fermions. Et là, ici, en plus, donc supercorde, c'est simplement une théorie de cordes avec supersymétrie. C'est-à-dire, quand on prend un proton, ici, je crois, ou enfin bref, quand on prend une particule quelconque, avec 3 quarks dedans, et si on regarde ici les densités de probabilité de voir les quarks en eux-mêmes, et quand on regarde de manière vraiment très pointue, la théorie des supercordes ou des cordes propose que ces quarks ne soient pas des particules ponctuelles, mais soient en fait des cordes, alors des cordes fermées ou des cordes ouvertes ou des choses même un petit peu plus compliquées, vous voyez, des cordes comme ça qui se relient sur une membrane ou des choses comme ça. Voilà ce que propose la théorie des cordes et des supercordes. Alors, donc, les interactions de particules, avant on pensait que les particules étaient des particules, donc des points, particules ponctuelles. Maintenant cela est remplacé par une interaction de type corde, donc on voit très bien ce qui se passe, les deux cordes se rejoignent, ne forment plus qu'une seule corde au bout, et voilà le résultat qu'on a. C'est exactement la même chose que ça, mais zoomé un petit peu sur l'intérieur. Alors, ça n'a l'air de rien, mais en fait, de passer de là à là, on a gagné énormément, parce que, je vais voir par la suite, voilà, puis ça en plus c'est joli, voilà. Donc voilà l'interaction telle qu'on la verrait ici en termes d'interaction de particules, telle qu'on la voit maintenant en termes d'interaction de cordes, c'est la même chose que ceci. Donc ce diagramme-là, un diagramme de Feynman en termes
technique, donc est remplacé maintenant par un diagramme de cordes. Alors, à titre d'illustration de l'intérêt de la chose, bon, il y a deux types de cordes, hein, j'ai oublié de le préciser, il y a des cordes de type ouverte ou des cordes fermées. Bon, pour les représentations, c'est mieux de faire des cordes fermées parce qu'on se rend un petit peu mieux compte de ce qui se passe, mais voilà, quand vous mettez une interaction comme celle-ci, par exemple, et que imaginez que vous vouliez calculer cette interaction-là de manière vraiment très précise. Quelle est l'interaction, la force d'attraction ou de répulsion entre deux cordes, en l'occurrence, ou deux particules? Quand vous avez deux particules, ce qui se passe, c'est que vous avez donc ces deux particules qui arrivent, qui échangent quelque chose, mettons, comme ceci, et puis vous voulez mesurer là, vous voulez faire une mesure ici. Mais vous pourriez regarder un petit peu plus loin, et entre-temps, cette particule-là pourrait avoir interagi avec elle-même, en quelque sorte comme ça, pour faire une boucle, et reformer ensuite quelque chose ici. Mais vous pouvez aussi imaginer que ça refait ça à l'intérieur, et puis encore comme ceci, et puis etc., et puis faire des diagrammes des choses extrêmement compliquées. Et à chaque fois que vous rajoutez quelque chose comme ceci, en fait, vous obtenez des choses qui sont essentiellement, qui posent un énorme problème calculatoire, parce que c'est des choses infinies. Donc on a l'impression que quand on regarde des interactions de particules de loin, ça se passe à peu près bien, mais si on regarde un petit peu près, les interactions de particules et les échanges de particules sont tels que, en fait, les échanges en eux-mêmes sont infinis. Et donc notre méthode de calcul devient complètement fausse, évidemment. Si on fait ça avec des cordes, tout ça est très schématique, hein. En fait, il y a des moyens de prendre ça en compte, mais bon, c'est juste... Si on fait ça avec des cordes, avec l'équivalent du diagramme que je dessinais ici, c'est celui qui est représenté là. Et la différence, c'est que comme les cordes, ici, ça fait un tube qui est à peu près bien vous voyez, la géométrie de cet objet est à peu près bien établie, par rapport à ici où il y a des points, des pointes ici qui forment en fait les problèmes. Ici, les boucles, maintenant, apparaissent comme essentiellement la même chose que s'il n'y avait pas de boucle, à ceci près qu'il y a un trou dans la topologie, mais ça s'arrête là. Et ces objets-là, ces diagrammes-là ont l'avantage, eux, d'être finis. Donc on peut tout calculer, en théorie, en pratique, on ne peut rien calculer du tout, mais on peut démontrer, enfin, on peut penser que la méthode de calcul est plus adaptée. Voilà pour l'avantage. Alors, on va aller encore plus rapidement. Il y a des cordes maintenant. Je ne sais pas si je vais devoir rentrer dans ces détails-là. C'est peut-être un petit peu... Bon. Alors, maintenant, pourquoi est-ce qu'on va s'intéresser aussi à la théorie des cordes? La théorie des cordes, elle a un avantage énorme par rapport aux théories ordinaires de physique des particules. C'est qu'en physique des particules, étant donné l'ensemble des particules qui existent dans l'univers, on peut les regrouper à peu près n'importe comment. Et donc la théorie de physique des particules, autant on sait écrire une théorie en particulier, autant on ne peut pas écrire quelle est la théorie. Dès l'instant où on dit que les particules ne sont plus des particules, des objets ponctuels, mais des cordes, alors à ce moment-là, on réduit l'ensemble à 5 types de particules, types de théories possibles. Il n'y a que 5 théories possibles a priori. Et en plus, toutes ces théories possibles ont l'air d'être reliées entre elles. Bon, c'est techniquement par des dualités, mais bon, c'est des relations mathématiques qui montrent que, essentiellement, ces 5 théories ont l'air d'être, à peu de choses près, la même théorie. Une seule et unique théorie, d'où le diagramme qu'on voit à peu près partout, qu'on appelle donc, un diagramme pour la M-théorie. Alors le M, ça veut dire la théorie ultime, enfin mystérieuse, ou je ne sais pas, magnifique, ou comme vous voulez, mais enfin ça s'appelle M-théorie pour le moment. Alors, c'est pas quelque chose qui est très bien connu, mais on voit que ça relie toutes les théories, plus une autre. Et alors, il y a un point que j'ai oublié de préciser, c'est que toutes ces théories, ces 5 théories qui sont ici, comme c'était écrit ici, mais de manière peut-être pas tout à fait très claire, elles sont en fait en 10 dimensions. Et elles relient sur ce diagramme-là à une autre théorie, qui est la supergravité, à 11 dimensions. C'est-à-dire que dans ce cadre théorique-là, notre univers qui a l'air d'avoir 3 dimensions d'espace plus une de temps, en fait est un espace à 11 dimensions, à 10 ou 11 dimensions. Alors ça c'est un petit peu gênant, parce qu'a priori on ne vit pas dans un tel espace. Donc ça veut dire qu'on peut imaginer qu'il existe des dimensions supplémentaires. Alors mais en fait les dimensions supplémentaires, ça veut simplement dire qu'en tout point de notre espace à nous, qu'on voit l'espace ordinaire, il existe en fait des petites dimensions enroulées sur elles-mêmes, c'est ce que veut dire ce diagramme-là. Alors, elles peuvent être enroulées sur elles-mêmes soit de cette manière-là, sous forme sphérique, soit avec des topologies un petit peu plus compliquées. Ça peut être
en fait, évidemment, vous imaginez bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que là, ce sont des surfaces à 2 dimensions. Il faut imaginer une surface à 9 dimensions, enfin, non, pardon, à 7 dimensions, alors que le tout est en plongée, non pas sur un plan, mais sur un volume à 3 dimensions lui-même. Donc c'est un petit peu délicat à se représenter, mais ces théories-là, voilà, la première prédiction qu'elles font, c'est qu'il existe des dimensions supplémentaires. Alors ce n'est pas le propos. Ici, je ne pense pas que l'existence de dimensions supplémentaires change quoi que ce soit sur l'expansion, mais elles peuvent aider d'une certaine manière. Voici, alors, la singularité dont j'ai quand même relativement pas mal parlé. Maintenant, cette singularité, on peut se dire, quand on approche l'échelle caractéristique des cordes, elle ne va plus être là. Parce qu'il va y avoir les dimensions supplémentaires qui vont se mettre à apparaître, il va y avoir l'objet corde lui-même qui ne va plus être un point. On peut se dire, par exemple, l'espace qui a 4 dimensions s'écroule sur lui-même au moment de la singularité. C'est une singularité de type ponctuel, c'est des particules ponctuelles. C'est peut-être pour ça qu'il y a le problème. Si on met des cordes, maintenant, la singularité ne peut plus avoir lieu, puisqu'on ne peut pas mettre une corde sur un point. Évidemment, on va de l'embobiner comme ça de manière infinie, mais a priori, on ne peut pas. Donc, on peut se dire, peut-être, est-ce que ces effets-là, ces effets de corde, par exemple, ou des effets de type quantique, peuvent résoudre le problème de la singularité. Alors, pourquoi est-ce que l'idée aussi, c'est de dire la singularité, ça peut être un problème quantique, donc théorie de corde et supercorde, tout ça, c'est des théories quantiques. Je ne vais pas revenir sur la théorie quantique elle-même, mais juste dans son origine, la théorie quantique, voici la courbe de Planck, dont on a dit que c'est le corps noir, ça c'est le corps noir cosmologique, typiquement. À la fin du 19e siècle, la prédiction théorique classique, c'est-à-dire non quantique, c'était celle-ci, ce qu'on appelle la prédiction donc, de Rayleigh-Jeans. C'est la catastrophe ultraviolette qui vous dit que dans le four dont je parlais tout à l'heure, si vous utilisez les lois de la mécanique classique et vous calculez ce qui va se passer, alors vous apercevez que la densité d'énergie à l'intérieur de votre four est infinie. Et donc vous avez mis quelque chose avec une énergie parfaitement finie dans un four que vous mettez en contact avec un thermostat, et normalement vous attendez à ce que votre four explose purement et simplement puisque l'énergie est infinie. En fait, quand on prend en compte les corrections quantiques, voilà ce qu'on obtient. On obtient quelque chose de parfaitement fini, de parfaitement bien défini. Donc on peut se dire que de la même manière, les corrections quantiques vont faire exactement le même type de correction. C'est ce qui a été donc proposé par Hartle et Hawking il y a quelques temps maintenant. Quand on revient en arrière, on arrive à la singularité primordiale, qui est ici simplement un point, ici l'expansion. Et alors, l'effet quantique de la chose, c'est le suivant. Au-dessous d'une certaine énergie qui va être l'énergie des cordes dans un instant, eh bien vous reliez ça à quelque chose d'autre. Alors bon, en l'occurrence, c'est du temps imaginaire, ça s'appelle, c'est un petit peu, vous avez une solution ici un petit peu particulière, qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui a l'avantage de répondre quand même d'une manière différente aussi à la question l'univers a-t-il toujours été en expansion? Dans ce cadre théorique-là, la réponse est bien évidemment aussi oui, puisque comme on peut le voir, la distance ici augmente, mais de manière lisse, il n'y a pas de singularité ici, et l'univers est quand même toujours en expansion. De la même manière, il y a un autre modèle, qui est le modèle du pré-Big Bang, qui vous dit la chose suivante. Quand on regarde la courbure, maintenant on se place, on a une autre vision des choses encore, on a l'univers qui est donc cette sphère, cette 3 sphères dont je parlais tout à l'heure, donc une sphère tridimensionnelle, qui quand on remonte dans le temps a l'air d'être en effondrement sur elle-même. Si cette sphère est en effondrement sur elle-même, la courbure, ce qu'on voit comme étant de la courbure, est de plus en plus élevée. Jusqu'au moment où on atteint une échelle de courbure qui est, encore une fois comme je le disais, de la taille caractéristique des cordes, puisqu'on atteint l'échelle des cordes. Les cordes, maintenant, sont devenues les objets fondamentaux, ce ne sont plus des points. Le problème des particules ponctuelles, encore une fois, c'est qu'on peut descendre jusqu'à une taille 0, en principe, de la même manière qu'une particule quantique ne peut pas descendre à une taille 0, une corde non plus ne peut pas descendre à une taille 0. Donc il y a un moment où on arrive à l'échelle des cordes, et ça veut dire qu'il y a une courbure maximale. Courbure maximale pour l'univers, il peut se passer 2 choses. Vous voyez, au lieu devenir infinie, cette courbure, comme elle devient si l'univers devient un point, elle devient maximum, et donc, puisqu'elle devient maximum, elle n'a pas forcément le choix que de faire autre chose que de retomber dans l'autre sens. Alors, dans un modèle comme ceci, en fait, c'est la courbure qui change comme ça en fonction du temps, et le problème est un peu différent, il est rejeté à l'infini en quelque sorte, et ce qui se passe, c'est que vous partez d'un univers qui est infiniment petit, qui est à l'infini, oui, il vous faudrait un temps infini pour qu'il devienne infiniment petit, et l'univers est constamment en expansion. Et en fait, ce modèle-là
bon, nonobstant le fait qu'il ne marche pas tout à fait bien, mais il est de toute façon aussi toujours en expansion. Et alors, donc, finalement, tout ça m'amène à se poser la question, vraiment la question fondamentale, si l'univers n'a pas toujours été en expansion, qu'est-ce qui a bien pu se passer d'autre? Et en fait, il n'y a pas vraiment le choix que de se dire, si l'univers n'est pas toujours en expansion, c'est qu'il y a un moment, il était en contraction. Et puisqu'il était en contraction, il y a un moment où il est passé de contraction à expansion, donc la distance entre les objets qui étaient en train de diminuer a rebondi. Donc là encore, on a l'échelle fondamentale, probablement l'échelle des cordes, et on remplace la singularité primordiale par un rebond. Alors quand on fait ça, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de difficultés, je dirais d'ordre technique pour certaines d'entre elles, mais au moins d'ordre observationnel, qui sont que, en quelque sorte, d'abord, dans un premier temps, si l'univers rebondit ici, il le fait avec une certaine courbure. Et en règle générale, vous qui êtes quelque part par là, en train de regarder cet univers, vous ne verrez pas une courbure quasiment nulle là-bas, puisque la courbure ici, au moment où l'univers rebondit, est extrêmement élevée. Comme cette courbure est extrêmement élevée, en fait, c'est même elle qui domine carrément pour arriver à faire le rebond, si vous voulez faire un rebond. Donc, vous ne verrez jamais de l'autre côté, enfin, maintenant, un univers qui a l'air d'être plat. Et comme on ne verra jamais un univers qui a l'air d'être plat dans un modèle comme ceci, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse une phase d'inflation après ce rebond. Donc, on fait ce rebond, et ensuite, de quoi on fait une phase d'inflation? Le problème, et alors, si on fait cette phase d'inflation, en plus, c'est bien parce qu'on reproduit toutes les données. Donc en fait, on s'achemine vers la construction d'un modèle théorique global dans lequel on a une phase d'inflation précédée par une phase peut-être de contraction où il se passait on ne sait quoi. D'ailleurs, probablement avec des phases quantiques, des phases où les dimensions supplémentaires pouvaient avoir joué un rôle, où un certain nombre de choses pouvaient se produire, des effets au-delà de l'échelle de Planck et des choses comme ça qui pouvaient jouer un rôle là-dedans. Le point, c'est que de toute façon, après ça, il faut mettre une phase d'inflation. Et comme on met une phase d'inflation, de notre point de vue, du point de vue des observateurs, ça veut dire, en réalité, une phase d'inflation, c'est une phase d'expansion accélérée, très accélérée, qui est telle que justement des objets qui, a priori, n'avaient pas été en contact dans l'univers, se retrouvent en contact. Hein, puisqu'on a l'impression maintenant, on se focalise sur un tout petit point de l'univers global, dans l'univers dans son ensemble. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a eu un rebond avant la phase d'inflation, grosso modo, on n'aura pas accès à ce rebond. Donc en quelque sorte, tout se passe comme si il n'y avait pas eu de rebond. C'est ça, je dirais, la force et la faiblesse de ce modèle d'inflation, qui en quelque sorte, il ruine tout ce qu'il y avait avant. De la même manière qu'il disait que tous les problèmes de la cosmologie primordiale, on peut les rejeter dehors tout simplement. En fait, même les problèmes qui interviennent avant la cosmologie primordiale, tout ce qui était vraiment avant même la singularité primordiale, tout cela s'est rejeté loin derrière, parce que, je vous le rappelle, on fait maintenant de la cosmologie de précision, et donc on a vraiment des choses qui sont extrêmement précises. Alors peut-être que le rebond, si rebond il y a eu, si on arrive dans une phase de cosmologie vraiment de précision, peut-être est-ce que ce rebond pourrait être vu, si rebond il y a eu, encore une fois. Mais pour l'instant, dans l'état actuel des théories, il n'y a absolument rien qui nous permette de dire que ce sera visible. Donc, je vais revenir simplement en quelque sorte à mon premier transparent, qui était savoir l'univers a-t-il toujours été en expansion? Et je pense que la réponse est probablement oui. De manière, sinon probablement oui, au moins, pragmatiquement, oui aussi. Voilà, et je vous remercie de votre attention. Merci Patrick. Bien, après cet exposé très riche, j'en perds mes mots, très riche en contenu et en réflexion. Je suis je suis persuadé que la salle a des questions à te poser. Donc n'oubliez pas que c'est enregistré, vous levez la main et je vous passe le micro. Voilà. On ne m'avait pas prévenu que c'était enregistré. Non, je ne t'avais pas prévenu, mais il y a beaucoup de choses qu'on regrette. Par exemple, on aimerait bien que la salle soit en expansion aussi, hein. Ça permettrait d'accueillir plus de monde. Vous avez une question? Non? Oui, je ne sais pas, on lui posera la question. On peut peut-être rallumer les lumières par contre, parce que
Oui. Oui, bonsoir et merci pour votre exposé. Je voulais simplement savoir s'il y avait des résultats récents ou des interprétations nouvelles récentes ou plus précises sur l'énergie sombre, noire, comme vous voulez. Ah, là c'est tout un vaste sujet que vous posez là. Oui, en quelque sorte, c'est... Mince, ah non, bon, je me suis encore trompé. En quelque sorte, ces données-là, qui sont bon, maintenant plus si récentes que ça, puisqu'elles datent de février quand même, mais elles devraient être améliorées prochainement, j'imagine, sont aussi une indication de l'existence d'une énergie noire. Oui, je crois que l'état actuel des connaissances sur le sujet... Pardon ? Ah, est-ce qu'on en comprend mieux la nature au niveau théorique? La réponse est clairement non. Il y a pléthore de modèles sur ce sujet-là. Il n'y en a aucun qui soit complètement satisfaisant, bien évidemment. Enfin, bien évidemment. Non, pour le moment, il n'y en a aucun qui soit complètement satisfaisant. Notamment parce qu'en quelque sorte, il y en a trop. Oui, merci. Moi, c'est à propos de la constante de Hubble dont vous avez parlé au début de votre exposé. Alors, d'une part, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à fixer à peu près une valeur précise pour cette constante? Et au début, je crois que vous avez parlé aussi qu'elle n'était pas vraiment constante. Donc, j'aurais voulu savoir un peu ce que vous entendiez par là. Oui. Alors, d'abord, effectivement, ce qu'on mesure, c'est la constante de Hubble maintenant, c'est-à-dire telle qu'elle est. Alors, en fait, ce n'est pas une constante, en effet. C'est la valeur, on devrait dire plus précisément le paramètre de Hubble, c'est-à-dire le paramètre de proportionnalité entre la vitesse d'un objet, la vitesse de récession d'un objet et sa distance à nous. Donc ce paramètre de proportionnalité, en fait, n'est proportionnel, il n'y a une réelle relation de proportionnalité qu'en première approximation. C'est-à-dire, si je peux dessiner rapidement, donc je disais que la vitesse d'un objet, ici, en fonction de sa distance, n'est-ce pas, on a dit que c'était donc essentiellement une ligne droite. Et ça, c'est vraiment en première approximation quand on considère que l'expansion elle-même ne dépend pas du temps. L'univers s'est toujours étendu avec, en quelque sorte, la même vitesse, entre guillemets, et cette vitesse, c'est précisément le paramètre de Hubble. Alors, en fait, si on revient un petit peu plus loin dans le temps, on a dit que la distance entre deux objets, et quand on revenait dans le temps, la distance entre deux objets, c'était quelque chose comme ça, qui tombait vers zéro, qui tombait sur la singularité ici. Et ce qu'on est en train de dire ici, en mettant une ligne droite, c'est simplement que la courbure de cette pente ici, on la voit pour ainsi dire pas. Et ce qu'on mesure, voilà ce qu'on mesure, c'est cette droite-là, c'est le paramètre de Hubble maintenant. Évidemment, c'est quelque chose qui varie avec le temps. Et pour voir la chose varier avec le temps, entre guillemets toujours, il suffirait de regarder sur des distances de plus en plus grandes, et à ce moment-là, on verrait un écart par rapport à la loi linéaire ici, et on obtiendrait quelque chose comme ça. Ou d'ailleurs quelque chose comme ça, ça dépend. Ça dépend du contenu matériel de l'univers. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, et c'est ce qu'on observe très exactement. Merci. Je suis très impressionné par votre présentation et j'avoue que les théories de la supergravité, en particulier la théorie M, me perturbent un petit peu. Parce que vous parlez de... Les particules, on peut s'imaginer ce que c'est physiquement, intellectuellement, dans notre monde, on voit ce que c'est. Mais quand on parle d'espace à 11 dimensions, 10 dimensions, comment peut-on s'imaginer qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce que ce ne sont que des théories? Est-ce que c'est que des mathématiques? Ou est-ce que ça représente quelque chose de physique? Alors, dans l'état actuel des choses, ces théories sont, pour autant que je les comprenne moi-même, essentiellement mathématiques. Mais il faut voir aussi que les représentations des particules qu'on se fait sont assez souvent erronées, au sens où il faut prendre en compte aussi, non pas simplement... Il ne faut pas voir les particules comme on les voyait au XIXe siècle, comme des billes qui se rentrent dedans. Il faut voir que les particules sont des objets quantiques, déjà,
Et sans même aller jusqu'à la théorie des cordes et des supercordes, cette simple phrase déjà n'a plus aucun sens. C'est-à-dire que la M-théorie est effectivement un problème, représente beaucoup de problèmes conceptuels pour beaucoup de gens, c'est très difficile à comprendre, mais en quelque sorte, avant de chercher même à comprendre ça et à se représenter ça, il faudrait arriver à comprendre la théorie, la mécanique quantique, tout simplement. Alors ça, on y arrive très bien, mathématiquement. On comprend parfaitement, on arrive à avoir des bonnes descriptions mathématiques de la nature comme ça, au sens suivant, c'est-à-dire où on arrive à dire, si je fais un montage expérimental donné, j'obtiendrai tel résultat expérimental. Point. C'est la seule chose qu'on est capable de dire. La notion même de se représenter des particules, que ce soit comme des billes dans un espace à 3 dimensions, ou comme des cordes dans un espace à 11 dimensions, ou comme n'importe quoi d'autre auquel on puisse rêver ou cauchemarder, c'est selon, en quelque sorte, ça n'a de sens que pour nous guider et pour nous aider éventuellement à comprendre, nous donner des idées mathématiques sur la chose. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on écrit des théories purement mathématiques, purement formelles, et on essaye de déduire de ces théories des prédictions théoriques pour les expériences à venir ou pour les observations. Oui, si je pouvais faire un petit commentaire. Vous vous souvenez peut-être l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, nous avons eu une conférence par Étienne Klein sur la matière. Et il soulevait le problème de la même manière en soulevant le paradoxe suivant, c'est que les théories modernes de la physique quantique dématérialisent le réel. D'une certaine façon, la meilleure représentation de la matière est obtenue à l'aide de vecteurs d'ondes, de matrices, et non plus à travers une image que l'on aimerait tangible. Et voilà. C'est tout à fait paradoxal, mais c'est pourtant comme ça que ça se passe. Oui, est-ce qu'il vous serait possible de développer un tout petit peu les théories d'unification physique quantique et gravitation? Est-ce que c'est autre chose qu'une spéculation purement théorique? Est-ce que c'est autre chose qu'une spéculation? Vous voulez parler des théories d'unification? Oui, oui. L'unification de la gravitation. Ah oui, alors... pour le moment, non, ce n'est rien d'autre qu'une spéculation théorique, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'endroits, et dans l'univers en particulier, et c'est la raison d'être de notre présence, nous, physiciens théoriciens, ici, dans un institut d'astrophysique, c'est que c'est dans l'univers qu'on va trouver des objets dans lesquels les conditions physiques sont si extrêmes, que ce soit, je pense évidemment au trou noir, je pense évidemment à la singularité primordiale, mais ce n'est pas la peine que je vous le redise encore une énième fois, mais il y a aussi donc l'environnement des trous noirs ou des objets comme ça, dans lesquels les conditions donc, de la physique sont si extrêmes qu'on pense que pour arriver à les comprendre, il va falloir remonter à des énergies gigantesques, qui sont en particulier l'énergie de Planck, au-delà de laquelle, certes, on pourrait supposer que la physique de la gravitation reste tout à fait ordinaire et la relativité générale standard, et les particules se mettent à interagir directement. Le problème, c'est que en fait, on ne peut pas considérer ça, parce que si on considère ça comme ça, alors on tombe sur des problèmes de type singularité, et comme j'ai dit, singularité, mathématiquement, ça revient simplement à dire que la densité, par exemple, de matière, de particules, est infinie. Mais ça, évidemment, ça ne veut rien dire. Hein. Une densité de matière infinie, ça ne veut strictement rien dire, d'autant plus que plus vous mettez de particules, plus elles vont commencer à interagir entre elles. Et donc, en quelque sorte, cette courbure très élevée, cette densité très élevée qui vient de la gravitation, va se mettre à interagir avec les particules, puisqu'elle va les forcer à interagir de plus en plus. Et donc, il y a bien un moment où on s'attend à ce que l'échelle caractéristique d'interaction gravitationnelle entre les objets va être du même ordre que l'échelle caractéristique d'interaction électromagnétique, par exemple. Hein. On sait qu'actuellement, l'interaction électromagnétique est 40 ordres de grandeur plus basse que l'interaction électromagnétique, par exemple, entre un proton et un électron. Mais si vous remontez très très haut en énergie, il y a bien un moment où cette interaction devient du même ordre de grandeur. Et puisqu'elle devient du même ordre de grandeur, on est obligé de se dire qu'il n'y a plus aucune raison qu'elle soit différente. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il y aurait vraiment une différence conceptuelle majeure entre d'un côté la gravitation et d'un autre côté des interactions ordinaires entre les particules, alors même qu'elles interagissent avec la même force? Donc, puisqu'elles interagissent avec la même force, si vous voulez dire qu'elles interagissent quand même de manière totalement disjointe, il va falloir le prouver aussi.
C'est-à-dire que, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il sera tout aussi, non, je ne cherche pas, je vous accuse de rien du tout, je ne mets pas de jugement de valeur, mais je veux dire, la question de savoir si l'interaction gravitationnelle doit ou ne doit pas se coupler avec les autres interactions est une question effectivement spéculative, mais dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire, quelle que soit la réponse que vous y apportez, vous faites une spéculation, quoi qu'il arrive. Et il faut être quand même honnête, la spéculation qui consiste à dire que l'interaction gravitationnelle devient du même type que les autres interactions paraît plus raisonnable. Mais on peut rien dire de plus, évidemment, pour le moment, étant donné qu'on n'a pas à notre disposition d'expérience et de manip sur le sujet. C'est clair. Bonsoir. Au tout début de l'exposé, vous avez mentionné très brièvement, en disant que vous y reviendriez, le fait qu'on serait peut-être aujourd'hui dans une phase de nouvelle accélération de l'expansion de l'univers. Est-ce que vous pouvez développer là-dessus? C'est exact. J'avais passé un transparent dessus, puis finalement j'ai préféré ne pas en parler, étant donné l'heure tardive qui commençait à tourner. C'est en rapport d'ailleurs avec la première question, à savoir de l'existence d'une énergie noire qui se mesure en quelque sorte par des diagrammes comme ceux que je montrais. Alors, est-ce que je vais arriver à retrouver ce diagramme? Ça, je ne garantis rien. Alors, là. Oui. Donc, voilà le type de diagramme. Donc, je vous ai montré un univers fermé, un univers plat, un univers ouvert. Mais il y a une autre possibilité qui dépend en effet de la constitution précise de l'univers. J'ai dit, dépendant de la densité de matière qu'il y a, on va avoir cette configuration-là, ou celle-là, ou une autre, ou n'importe quelle autre configuration. En fait, il faut être un petit peu plus précis que ça. Pour résoudre les équations d'Einstein, il ne faut pas dire simplement il y a tant de matière, il faut dire quelle est cette matière, quel est son comportement. Et en l'occurrence, donc, il y a la possibilité qu'il y ait ce qu'on appelle l'énergie du vide, qui est une forme de matière gravitante particulière, qui d'ailleurs, là encore, rejoint en quelque sorte les autres questionnements, parce que cette énergie du vide, par rapport à la gravité, entre la gravité et les autres particules dans l'univers, il peut y avoir aussi une différence. Donc c'est encore un point qu'il faudrait expliquer. Et on voit que si on rajoute une petite, une composante importante, en l'occurrence c'est 70% de l'univers, du contenu matériel de l'univers maintenant, si on rajoute une composante d'énergie du vide, on voit alors à ce moment-là qu'on a une nouvelle phase d'accélération de l'expansion. L'accélération de l'expansion, c'est ce que je disais tout à l'heure, comme étant de l'inflation. Et en fait, pour en revenir à votre question de tout à l'heure, il y a un certain nombre de modèles qui cherchent à expliquer de la même manière ce qu'on pense être un univers accéléré maintenant et une phase d'inflation avant. C'est des modèles basés sur la même physique, et qui cherchent à reproduire un petit peu les mêmes choses. Mais dans l'état actuel des choses, je pense que oui, la réponse est qu'il y a une densité d'énergie, donc d'énergie du vide, qui conduit à une phase accélérée de l'expansion, et qu'on pense en effet que nous sommes dans une phase d'expansion accélérée, oui. On peut supposer que c'est le même mécanisme que l'inflation. On peut faire des modèles qui permettent de reproduire l'un avec l'autre. L'objet, enfin la matière qui va faire l'inflation, bon, appelons-le par son nom, ça s'appelle un champ scalaire. Le champ scalaire qui fait de l'inflation pourrait aussi conduire à une phase accélérée longtemps après. C'est-à-dire faire une première phase accélérée, sortir de là, et puis recommencer une phase accélérée. On peut imaginer énormément de choses comme ça. Je ne sais pas si c'est pas forcément en accord avec les données observationnelles, si tu veux, mais on peut imaginer beaucoup de choses comme ça. Ultime question? Oui. Oui, d'accord. Oui, mais alors, si on a l'univers plat, on abandonne sur la Justement, non. Bonsoir. Moi, ce serait concernant le paradoxe de l'horizon que vous avez mentionné tout à l'heure. Oui. Vous prenez deux points opposés, mais ces deux points sont à 15 milliards d'années-lumière de distance. 30, en l'occurrence, dans l'exemple que je prenais. Ouais, donc ça veut dire qu'ils sont finalement dans la singularité, donc ils sont infiniment proches. Puisqu'ils sont dans le passé, ils sont au moment... alors comment dire qu'ils sont loin? Ça, c'est le problème d'une singularité. Comme je disais tout à l'heure, une singularité, c'est en général une manière élégante et mathématique de dire qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Là, en l'occurrence,
vous avez touché le point exact de la chose, c'est que la singularité, vous êtes sur un point, mais ce n'est pas un point. En fait, c'est un point qui est tridimensionnel. C'est-à-dire que, voilà, distance nulle, mais partout en même temps, si vous voulez. Donc dans un univers qui peut être lui-même aussi bien infini. Et vous partez votre singularité, en fait, la singularité, c'est de dire que tous les points qu'on voit maintenant sont issus, en quelque sorte, d'un seul point. Mais un autre point qui serait à côté aurait aussi tout autant été singulier et conduit à un autre univers qui fait, comme les deux sont en expansion, va finir par se rejoindre. Et c'est là où est le problème de l'horizon maintenant. C'est qu'en quelque sorte, vous avez une infinité de petites singularités éparses, on peut voir ça comme ça, enfin, je ne sais pas si on peut voir ça comme ça, moi je le vois comme ça en tout cas, une infinité de petites singularités très distantes, mais je veux dire, tout ça ne veut pour ainsi dire rien dire dans un premier temps, puisque les distances elles-mêmes ne sont pas vraiment bien définies, et tout ça se met à apparaître en même temps, et ensuite les univers se retrouvent quelques instants, enfin, beaucoup de temps après, mais ils finissent par se retrouver, et ce qui est gênant, c'est qu'ils sont dans la même situation. Ils apparaissent, ils semblent apparaître au même moment, exactement dans les mêmes conditions initiales, alors que déjà j'ai dit que mettre les conditions initiales telles que l'univers soit quasiment plat maintenant, c'était pas facile. Mais alors pour qu'en plus ce soit partout pareil, là ça commence à tourner à la science-fiction. Et c'est effectivement ce qu'on observe. Mais ça c'est le problème qu'une singularité, c'est une singularité. Donc on ne sait pas trop quoi dire dessus, quoi. D'où d'ailleurs la réponse un peu floue que je viens de vous donner. C'est le moins qu'on puisse dire. Bien, écoute, oui. Une dernière question alors. Est-ce qu'il y a un risque d'accident entre, admettons, un système stellaire dans ce genre de réunion? Non, en principe, ce genre de... Enfin, les échelles de temps dont on parle sont du milliard d'années quand même, donc on est relativement tranquille. Bien, merci après ces singulières conférences, mais très complètes et passionnantes. Merci encore et rendez-vous le mois prochain pour la gravitation.